Bonjour Gilbert. Bonjour Babette. Bonjour et bienvenue dans cette 11e édition du Journal. Au sommaire de ce numéro, le point sur la vie et l'actualité locale, les activités et revendications des associations, une rencontre exclusive avec Elisabeth Borel, sans oublier nos rendez-vous habituels, la chronique La République nous rappelle et le coup de cœur culture. Pour débuter ce numéro, nous vous emmenons sur le lac d'Annecy, où de curieuses embarcations se sont affrontées lors du Dragon Boat Festival, une activité sportive conviviale qui répare le corps et l'esprit. Bonjour, je suis Cécile, je vous présente aujourd'hui le festival de Dragon Boat d'Annecy. C'est la 19e édition, c'est un festival spécial Culture du Monde cette année, c'est la thématique qu'on a retenue. Et on accueille sur 2 jours, samedi 4 et dimanche 5 octobre, des courses de Dragon Boat, grand public, ouvert aux familles, aux amis, aux collègues, qui vont se dérouler sur le lac d'Annecy avec chaque jour une distance. Et l'idée c'est de promouvoir la convivialité, le sport, parce qu'en plus des courses, on a bien entendu des animations, buvettes, petites restaurations, bataille de chorégraphie, animation musicale avec des concerts live, 2 groupes qui viendront nous rejoindre ce soir. Donc c'est une vraie journée familiale ouverte à tous. Les visiteurs peuvent nous rejoindre, les équipes sont inscrites et vont combattre les unes contre les autres en Dragon Boat durant ces 2 belles journées. Bonjour, je suis Agnès Paniguenil, la présidente de l'association Drôle de Rame d'Annecy. Donc tout d'abord, normalement on est en rose. Mais aujourd'hui, avec le festival, cette année, c'est les cultures du monde et on a décidé de se mettre en maori de la Nouvelle-Zélande. Donc nous sommes une 40aine de femmes qui ont été opérées du cancer du sein. Il y en a qui sont complètement rétablies, d'autres en récidive. Et on a découvert le Dragon Boat parce que au niveau médical, c'est complètement reconnu comme une thérapie qui nous évite 45% de risque de récidive quand même. Donc ça, c'est très important. Et puis quand on est sur le bateau, il y a la sororité. On est là pour tout le monde. Ça nous lave la tête, on se remuscle physiquement, on reprend confiance en nous et ça c'est extraordinaire. Et c'est très bien parce que avec l'escrime, ce sont les 2 sports qui font du bien et qui évitent d'avoir le gros bras malheureusement du cancer du sein. On a des copines qui viennent d'Irlande, de Reims, de Tours, je crois bien qu'il y a des Italiennes. Et puis on va tous se retrouver l'année prochaine, la dernière semaine d'août 2026 à Aix-les-Bains, parce que là il y a le rassemblement mondial des Dragon Ladies. Il y a 17 pays et 4500 femmes attendues pour faire des grandes courses sur toute la semaine d'Aix-les-Bains. Donc vous voyez que ce sport, il est très important en France et très important à l'international. Et je parle à toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein, venez essayer, vous ne redescendrez plus jamais du Dragon Boat. Imaginez vivre au rythme des décollages et survols d'hélicoptères. C'est dans cet environnement dégradé que sont plongés les villages de la Haute-Combe de Savoie près d'Albertville. Voilà maintenant plusieurs années que les habitants de ce secteur cherchent désespérément à alerter sur ces nuisances. Nous les avons rencontrés. La raison pour laquelle beaucoup de riverains se sont mis en association pour se défendre des nuisances de l'aérodrome d'Albertville, qu'on avait une augmentation très importante des nuisances liées à l'activité de l'aérodrome, et notamment l'activité des hélicoptères. Le SAF dans la vallée, en fait, fait partir aucun secours de l'aérodrome d'Albertville. C'est de la maintenance et de la formation essentiellement. Le projet du SAF, qui est un projet pharaonique, c'est un bâtiment qui va être en capacité d'accueillir jusqu'à 15 aéronefs, en multipliant du coup par 3 la capacité d'accueil d'hélicoptères du SAF sur l'aérodrome d'Albertville. Comme on est dans une vallée encaissée avec des résonances, forcément tous les bruits d'hélicoptères, on en profite 2 fois, quand il arrive et quand il rebondit sur la montagne. On a un plan climat fait par Arlisère qui veut inciter les gens à polluer moins pour leurs déplacements et qui en même temps Arlisère finance le développement d'un aérodrome pour faire des transports privés et le préparait pour les JO 2030. Donc la mairie de Tournon a modifié le PLU. Ils ont informé personne aussi de ce PLU, aucune des associations. Mais comme on a pu le savoir, beaucoup de riverains ont pu participer et donner leur avis, qui est pas pour le changement de PLU. Parce que c'est une souffrance et de plus en plus, cette souffrance, elle se répète sur des semaines et maintenant sur des week-ends. Ça veut dire qu'on n'a plus un moment de répit. Le bruit des pales, moi, ça me résonne à l'intérieur. Quand on est ailleurs qu'ici, on revit.
Les anxiétés et ces dépressions que l'on retrouve dans la population doivent être entendues par les politiques, par les services de santé publique. Ce qui se passe actuellement avec le président d'Arlisère, qui est aussi maire de la commune d'Ugine, me rend assez pessimiste sur la démocratie. L'association Terre de Liens loue des fermes à des paysannes et des paysans, à condition qu'ils les cultivent en bio. À Saint-Pierre-de-Soucy, dans le charmant Val-Coisin, les bénévoles ont accueilli 2 nouvelles fermières. Bonjour, moi je suis Claude, bénévole active pour l'association Terre de Liens. Actuellement, c'est donc un mouvement qui repose sur une base de bénévolat sur le territoire et aussi une fondation reconnue d'utilité publique pour les dons et les legs. Bonjour, moi c'est Gilles. Donc, Monsieur Charpin a toujours vécu ici, à la ferme de Saint-Pierre-de-Saucy, qu'on a appelé nous la ferme Charpin. En fait, Monsieur Charpin, il a longtemps souhaité effectivement léguer sa ferme à des agriculteurs, mais il ne souhaitait pas que sa ferme parte en petits morceaux. Donc il a cherché par lui-même quelle association pouvait effectivement, après lui, s'occuper de sa ferme. On ne connaît pas ce monsieur, mais il nous a bien couché entre guillemets sur son testament. Le notaire, en 2019, par l'étude de Chamoux, qu'on était bénéficiaire d'un legs qui concernait une ferme avec un certain nombre d'hectares, entre 7 et 10. On a eu la chance d'avoir une porteuse de projet qui habitait localement. Donc c'est Cécile, qui est éleveuse d'ânes, qui a investi les lieux il y a quelques années déjà et qui a commencé à utiliser le bâtiment agricole. Et nous avons effectivement 2 nouvelles agricultrices qui s'installent aujourd'hui sur les lieux. Bonjour, je m'appelle Morgane et je me suis installée avec Julie depuis juillet. Je suis ostéopathe de formation. Ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir une ferme et on a fait tout le parcours et puis on a réussi à être les heureux élus. Je continue en double activité. Je vais m'occuper de planter des petits fruits, d'avoir des poules et transformer les légumes sur la ferme. Et je vais aussi faire de la restauration où les parents pourraient venir avec leurs enfants se poser ici dans la nature. Ma partie, c'est vraiment créer un lieu d'accueil autour de l'agriculture et de la biodiversité. Bonjour, moi c'est Julie. Je travaille avec des chevaux en agriculture, maraîchage et vigne en prestation. Et je me suis installée sur cette ferme en juillet pour faire du maraîchage avec mes chevaux, cultiver des légumes de conservation, des pommes de terre, des oignons, de l'ail, des échalotes, les légumes qui se conservent, des courges, et de les cultiver uniquement avec le cheval. On veut vraiment créer une ferme ouverte sur l'extérieur, donc dans ce cercle vertueux pour entretenir la biodiversité. Le 18 octobre 1995, le juge français Bernard Borel est assassiné à Djibouti alors qu'il y était détaché pour travailler à la réforme du code pénal et du code civil. Son corps, à moitié calciné, est découvert le lendemain au pied d'une falaise. Les autorités françaises et celles de Djibouti s'empressent de conclure à un suicide sans pratiquer d'autopsie. Elle ne sera réalisée qu'en 1996 et démontrera à sa veuve, Elisabeth Borel, qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, mais d'un assassinat. 30 ans après, des témoignages montrent qu'il s'agit d'un scandale d'État. À l'occasion de ce 30e anniversaire, Elisabeth Borel nous a reçus chez elle à Chignin, en Savoie. Elle nous a également présenté le livre de son fils, Louis-Alexandre, « Toi qui nous demeures ». Alors à l'époque, on m'a pas expliqué que c'était un assassinat, on m'a expliqué que c'était un suicide. Et c'est un combat de 30 ans pour faire admettre cet assassinat. Et j'étais toute seule avec mes 2 enfants et à ce moment-là, on m'a demandé de chercher un document pour la France qui pouvait compromettre la sécurité d'un militaire français. Et je réalise maintenant que si je l'avais trouvé, les enfants auraient eu 2 parents suicidés. Quand on assassine un magistrat, un ancien procureur, c'est pas la même chose, effectivement. Pendant très longtemps, la magistrature a soutenu un suicide, les plus hautes autorités de l'État aussi. Donc il a fallu lutter contre 2 États pour faire admettre l'assassinat. Je n'ai jamais vu le procureur de la République à mes côtés. Il a toujours agi pour protéger les responsables et sans jamais chercher les auteurs. Ce Français qui avait accompagné Bernard. Nous avons eu effectivement un témoignage en 2022 d'une personne dont le père lui a avoué avoir tué mon mari sur ordre
Et il a indiqué également qu'il n'était pas seul, qu'il y avait d'autres militaires français et djiboutiens. La Cour européenne a condamné la France en indiquant qu'il n'y avait pas de faute dans le fait d'avoir prévenu la presse de l'existence d'une carte qui prouvait la connivence entre les anciens juges d'instruction et les autorités djiboutiennes. Oui, avec Bernard Nicolas, nous avions fait un premier livre sur l'assassinat de Bernard, mais évidemment, il y a eu beaucoup d'autres choses depuis. Le fait que le procureur reconnaisse définitivement l'assassinat en 2017 n'est pas un hasard après la destruction des scellés. Dans le livre, on explique ce qui s'est passé avec mon fils, on explique la version qu'on a en l'état des connaissances du dossier. Louis Alexandre a voulu en faire un objet littéraire. Je pense qu'il a eu raison, parce que tous ceux qui sont confrontés à ce genre de crime ont dû éprouver les mêmes douleurs que nous. Donc il y a un côté tout à fait personnel et familial qui croise une enquête que nous avons faite puisque personne ne l'a jamais faite. Donc nous avons fait cette enquête avec les moyens que nous avions, c'est-à-dire le dossier et puis les grands tableaux comme font les policiers dans les films, vous savez. C'est notre version. L'État avait eu une version du suicide. Il a maintenant une version de l'assassinat, mais il veut surtout pas savoir comment, ni où, ni pourquoi. Nous, notre rôle, c'est d'aller au bout pour que notre famille n'ait pas un secret à porter sur les générations à venir. Nomination, démission, renomination, censure, défiance. La rentrée politique a été pour le moins inédite. Retour en images sur ces épisodes rocambolesques. Après avoir été nommé le 9 septembre, à la suite du vote de non-confiance de l'Assemblée nationale envers le gouvernement de François Bayrou, Sébastien Lecornu est chargé de former un nouveau gouvernement. Mais il faudra attendre 25 jours, jusqu'au 5 octobre, pour qu'il dévoile enfin la composition de son équipe ministérielle. Un record d'attente sous la Ve République. Une grande partie des ministres étaient déjà présents sous Bayrou. On retrouve les mêmes visages à l'éducation, à la justice ou encore à l'intérieur par exemple. Les principaux changements opérés par Lecornu concernent le retour de Bruno Le Maire, qui reprend l'ancien ministère du nouveau Premier ministre, celui des Armées, ainsi que l'arrivée d'Éric Woerth à l'aménagement du territoire. Mais dès le soir même, le gouvernement provoque l'indignation. À gauche, on dénonce un exécutif qui, malgré la victoire du nouveau Front populaire aux législatives de 2024, ne reflète toujours pas les équilibres issus du vote populaire. Et, de façon plus inattendue, la contestation vient aussi de la droite. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, critique la composition du gouvernement qui juge trop éloignée de la ligne LR. Malgré la présence de 4 membres actuels et 8 anciens du parti sur les 18 ministres, Retailleau réclame un tiers des postes ministériels. Même si son groupe détient seulement 60 sièges sur les 577 de l'Assemblée nationale. C'est surtout la nomination de Bruno Le Maire qui cristallise les tensions pour lui. Sous la pression, le gouvernement Lecornu démissionne le lendemain, après seulement 14 heures d'existence, devenant ainsi le plus éphémère de l'histoire de la République française. Emmanuel Macron accepte la décision, mais charge Lecornu de mener d'ultimes négociations pour former un nouvel exécutif et éviter une dissolution de l'Assemblée. Pendant 4 jours, la France reste dans le flou. Les réactions s'enchaînent, tous les camps politiques s'expriment, et plusieurs anciens soutiens du président, comme Gabriel Attal ou Édouard Philippe, prennent leur distance. Le 10 octobre, Emmanuel Macron réunit les dirigeants des principales forces politiques, à l'exception de la France Insoumise, qui réclame son départ, et du Rassemblement National, qui demande une nouvelle dissolution. À l'issue de la réunion, les représentants de la gauche affirment ne pas avoir été entendus. Le soir même, vers 22 h, la reconduction de Sébastien Lecornu est annoncée. Celui-ci déclare accepter par devoir, avec pour mission prioritaire d'assurer le budget du pays. 2 jours plus tard, il présente son deuxième gouvernement, composé de 19 ministres et 15 ministres délégués. 12 des 18 ministres du premier gouvernement sont reconduits. Mais de nouvelles figures issues de la fonction publique et de la société civile font leur apparition. On retrouve notamment Laurent Nunez, ancien préfet de police de Paris, nommé ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Farandou, ex-président de la SNCF, au ministère du Travail, Monique Barbutte, ancienne présidente du WWF à la transition écologique, et Serge Papin, ex-PDG de Système U, à la tête du grand ministère des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Le gouvernement Lecornu II échappe de peu à la motion de censure, le 16 octobre, grâce notamment à l'abstention des socialistes, obtenue en échange d'une promesse de suspension de la réforme des retraites. Les 3 et 4 décembre prochains se dérouleront à Sciences Po Grenoble des rencontres sur les lanceuses et lanceurs d'alerte.
L'occasion pour faire le lien entre leur démarche d'alerte et les lois fondamentales de la République. Lors de ces 2 journées, nous pourrons rencontrer des lanceuses et lanceurs d'alerte, des chercheurs, des universitaires, des juristes et des journalistes pour mieux cerner les processus qui conduisent ces personnes à s'engager pour le bien commun. On entend souvent dire que les lanceuses et lanceurs d'alerte ont pris des risques pour l'intérêt général et on les en remercie tout en regrettant les représailles qu'ils subissent. En réalité, les lanceuses et lanceurs d'alerte n'ont jamais le sentiment de prendre un risque lorsqu'ils alertent sur des dangers ou des dysfonctionnements pour une raison très simple. Leurs alertes se rapportent presque toujours aux principes fondamentaux, que ce soit consciemment ou intuitivement. Lorsque les situations ou les faits dont ils ont connaissance sont d'une gravité telle qu'ils nécessitent, selon eux, des mesures urgentes et que ceux qui doivent les prendre n'agissent pas, alors, en portant à la connaissance du public les faits et les dysfonctionnements, ils et elles deviennent des lanceurs d'alerte. Lorsqu'Irène Frachon rend public que le Mediator est un poison, elle se réfère à la définition de la liberté qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, comme l'énonce l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle devient lanceuse d'alerte parce que l'agence du médicament n'a rien fait. Lorsque Raphaël Allais et Antoine Deltour rendent publiques les preuves des optimisations fiscales en passant par le Luxembourg, ils le font en référence à l'article 13 du même texte, qui prévoit que la contribution commune doit être répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Ils deviennent lanceurs d'alerte car les autorités publiques n'ont rien fait pour éviter ces évasions fiscales légales. Lorsque Karim Ben Ali révèle qu'on lui a demandé de déverser des produits chimiques dans un terrain alors qu'ils devraient être déposés dans des établissements spécialisés pour leur retraitement, il fait référence, sans doute de façon intuitive, à l'article 2 de la Charte de l'environnement, au terme duquel toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. Il devient lanceur d'alerte lorsque les services de contrôle qui l'informent ne font rien pour arrêter ces pollutions. Nous pourrions multiplier les exemples et mettre en lien chaque alerte avec les règles républicaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que les lanceuses et lanceurs d'alerte n'imaginent pas prendre des risques en révélant des faits qui sont contraires aux lois fondamentales de la République. S'ils ont évidemment besoin d'être soutenus face aux représailles qu'ils subissent, la meilleure façon de le faire, selon moi, c'est de connaître les lois fondamentales et d'alerter nous aussi lorsqu'elles sont enfreintes. Quant à leur protection, elle est à mes yeux inhérente à la citoyenneté. Ils n'agissent pas par désobéissance civile, comme on l'entend trop souvent, mais en citoyens obéissants. À l'inverse, ceux qui exercent des représailles à leur encontre, entravent l'instruction des alertes ou s'abstiennent de les instruire, devraient être sanctionnés, ce qui est rarement le cas. Sachons utiliser les règles de la République pour les faire respecter, y compris par celles et ceux qui ont été élus comme représentants. Le cinéma Jean Renoir Pontcharrat nous présente ses 2 coups de cœur cinéma. Eh ben pour une fois, j'aurai 2 coups de cœur qui ont en commun d'être pour 2 films d'animation. Alors le premier, c'est Le Secret des Mésanges, réalisé par Antoine Lancio. L'histoire est celle d'une petite fille de 9 ans qui s'appelle Lucie, qui va passer ses vacances avec sa maman dans son village natal. Et cette maman, elle mène des fouilles archéologiques. Et pour Lucie, cela va être l'occasion aussi de découvrir un secret familial bien gardé. Alors, Le Secret des Mésanges fait partie de ces films rares qui évoquent la malice de l'enfance avec douceur et tendresse. La technique utilisée ici est celle du papier découpé, qui est une technique très ancienne dans le cinéma d'animation et qui est proche de l'artisanat. Et pour tout vous dire, moi qui ai l'habitude de voir des films aussi en 3D ou même en 4D, j'ai eu la sensation d'être beaucoup plus immergé dans ce film que dans ces films en 3D ou 4D. C'est tout dire. C'est un petit bijou, c'est vraiment un gros film coup de cœur, et je pense que un film où on entend aussi une chanson très connue de Georges Brassens ne peut pas être mauvais.
Alors, mon deuxième coup de cœur, ce sera pour Arco, de Hugo Bienvenu. Arco, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vient du futur et qui atterrit sur Terre en 2075. Et il va croiser une petite fille, Iris. Une amitié va naître entre ces deux personnages. Et on va découvrir aussi la Terre en 2075 qui est ravagée par des incendies. C'est une fable poétique, c'est une fable aussi écologique. Ça fait beaucoup penser au film de Miyazaki. Et puis, c'est un film aussi qui est fait, c'est la technique qui est importante dans ce film, c'est un film qui a été totalement réalisé à la main. Comme Le Secret des Mésanges, c'est un film artisanal qui va vous toucher en plein cœur. Les deux films sont à l'affiche pendant cette prochaine quinzaine et je vous invite vivement à les découvrir. L'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, signé fin 2024, va établir la plus vaste zone de libre-échange du monde. Il va permettre à l'Union européenne d'exporter, entre autres, davantage de voitures, de machines, de vins, mais facilitera aussi l'importation de bœuf, de volaille, de sucre ou de miel. La Confédération paysanne s'est mobilisée le 14 octobre dernier pour dénoncer cet accord mortifère pour les paysans d'Europe et d'Amérique du Sud, avec des conséquences désastreuses aussi pour l'environnement. Le 14 octobre, à Paris, bon nombre d'organisations et de citoyens se sont rassemblés à l'appel de la Confédération paysanne pour dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, adopté par la Commission européenne le 3 septembre dernier. Les accords du Mercosur sont en phase quasi finale d'être ratifiés et définitivement, et on s'oppose fermement à cela. Cet accord va établir la plus vaste zone de libre-échange du monde. Il va permettre à l'UE d'exporter, entre autres, davantage de voitures, de machines, de vins, mais facilitera aussi l'importation de bœuf, de volaille, de sucre ou de miel. C'est une catastrophe économique pour les paysans, et de chez nous et des pays du Brésil. Il y a de la déforestation, on va augmenter les importations de viande. On a un vrai sujet nous en apiculture, il y a quand même 40 000 tonnes qui vont débarquer sur le marché européen, quoi. C'est pas une petite anecdote. C'est miel qui arrive à 3,40 € je crois en Europe. Donc ça va chambouler un peu effectivement le marché du miel français. Là, les accords de libre-échange, c'est toujours du moins-disant. Et cette compétition nous a amené réchauffement climatique, malbouffe, pollution, pesticides dans l'eau, dans l'air, destruction du nombre de paysans. Si on veut redresser la France, eh bien, il suffit de redonner la priorité à une économie de territoire. Si on veut parler d'avenir, faut laisser tomber l'agriculture industrielle. Plus on aura d'installations, mieux on se portera. On a besoin d'une vraie politique de territoire avec une agriculture localisée qui respecte les travailleurs et puis bien sûr les équilibres agroécologiques et que en même temps ça permette à la population de bien se nourrir et de garantir la souveraineté alimentaire. Ce traité prévoit un mécanisme permettant de solliciter une compensation si une mesure a une incidence négative sur le commerce. On voit bien que cela pourrait restreindre la capacité de l'Europe à émettre de nouvelles règles environnementales ou sanitaires. Pour pallier cet écueil, la Commission européenne s'est engagée à mettre en place des clauses de sauvegarde, mais que vaudraient de telles clauses décidées unilatéralement par l'Europe si les pays du Mercosur les refusent? Pour finir, l'agenda des événements à venir dans le secteur culture, associatif, politique. N'hésitez pas à nous avertir de ce que vous organisez, nous vous relayerons. Le vendredi 7 et le samedi 8 novembre, à l'espace culturel René Propi de Saint-Martin-d'Air, se tiendra la 29e édition du festival de poésie Gratte-Monde. Un rendez-vous poétique particulier cette année, puisqu'il marquera également les 40 ans de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes. Mardi 4 novembre, Humusation France organise une soirée débat autour du film Compostez-moi de Gazelle Guéner au cinéma Jean Renoir de Pontcharrat. En ce mois de novembre, le festival alimentaire poursuit sa tournée dans la région. Après sa projection du 7 novembre à Saint-Pierre-d'Entremont, dont nous parions lors de notre dernière édition, le festival fera étape le 8 novembre à la salle de la Tourmotte à Tournon avec la projection des films Le Dernier Visiteur de Camille Poncin et Transmettre de Jérôme Zindi. Puis le 22 novembre, direction la salle de la Fruitière de Chapareillan pour un ciné-débat autour du film Leur chant du cœur de Michael Denichy. Enfin, le collectif Stop au Lyon-Turin organise 2 temps forts en novembre. Une réunion publique le 21 à la salle Orsac de Saint-Pierre-de-Chartreuse et un carnaval de fin de chantier en mobilisation contre les premiers travaux le 29 novembre dans le Nord-Isère.
Toutes les informations sont à retrouver sur leur page Facebook Stop au Lion de Turin. Et maintenant, l'actualité en bref. À l'appel de la Confédération paysanne, 200 agriculteurs ont participé le 5 décembre 2024 à une manifestation devant le Grand Palais à Paris, où se tenait la 64e bourse de commerce européenne, rendez-vous international des grands acteurs de la filière céréalière. La Confédération paysanne souhaitait dénoncer les conditions de travail des agriculteurs et la spéculation boursière sur les produits agricoles, dont les céréales. Quelques paysans ont voulu entrer dans le bâtiment, mais ils en ont été violemment empêchés par 50 gendarmes et policiers présents sur place. 5 paysans se sont retrouvés en garde à vue, 2 d'entre eux ont été poursuivis et ont été jugés le 14 octobre dernier, dont Thierry Bonamour, maraîcher savoyard. La Confédération paysanne a saisi cette occasion pour organiser une grande mobilisation dénonçant l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, adopté le 3 septembre dernier par la Commission européenne. Le tribunal a condamné Thierry Bonamour à 450 € d'amende et 400 € de réparation de préjudice. Le 16 octobre, l'armée israélienne a enlevé à Ramallah 32 volontaires qui étaient venus dans le cadre de la campagne nationale de la récolte des olives organisée par l'ONG Comités agricoles et communautaires palestiniennes pour soutenir le droit des agriculteurs à accéder à leurs terres et à récolter leurs olives en toute sécurité. Parmi les volontaires, il y avait 17 Français qui ont été expulsés à la frontière jordanienne après avoir été emprisonnés 5 jours dans des prisons israéliennes. Le ministre Jean-Noël Barrot n'a pas communiqué sur ces enlèvements et les volontaires ont dû payer pour leur rapatriement. Après les équipages des flottilles de la Liberté enlevés dans les eaux internationales, ce sont des volontaires qui viennent aider les paysans palestiniens qui sont enlevés par l'armée d'occupation. Sans doute pour faire disparaître les témoignages des attaques permanentes des colons volant les récoltes et les terres des Palestiniens. Trois ans après un plan social sévère et malgré une hausse de 26% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, les usines du groupe Ferroglobe d'Anglefort dans l'Ain, des Claveaux en Isère et de Montricher en Maurienne sont toujours à l'arrêt. Les ouvriers sont en chômage partiel depuis le 29 septembre pour une durée d'au moins 3 mois, éventuellement reconductible 3 mois supplémentaires. Les salariés n'ont pour le moment aucune garantie quant à la reprise d'activité. Au-delà des problématiques politiques, économiques, avec ce manque de normes anti-dumping au niveau de l'Europe et puis la concurrence déloyale chinoise, c'est qu'il y a également une responsabilité qui incombe au groupe Ferroglobe, mais également sur nos élus, sur nos politiques. Car si on en arrive aujourd'hui à avoir des filières industrielles qui éclatent, c'est parce qu'on n'a pas été en capacité d'avoir autre chose qu'une politique de l'offre, qui a simplement permis notamment de gaver via des aides publiques les grandes entreprises. C'est ce qu'on rappelle depuis cette rentrée sociale, c'est quand même 211 milliards qui sont donnés sans condition, sans contrôle, sans contrepartie. En avril 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes a doublé le financement de la ligne aérienne Le Puy-en-Velay-Orly pour le porter à 1 million d'euros par an. Mais cela n'a pas suffi, puisqu'en octobre 2025, la région a accordé une nouvelle rallonge de 200 000 € à cette liaison ultra déficitaire. Et pour cause, en moyenne, seuls 5 passagers par vol empruntent cet avion de 19 places. En 2022, un rapport de la Chambre régionale des comptes préconisait l'arrêt de cette liaison commerciale exploitée par la compagnie Twinjet. Les magistrats financiers lui reprochaient notamment son important déficit, 1,7 million d'euros par an entre 2017 et 2019. Encore une preuve du gaspillage de l'argent public dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au profit de quelques-uns. Je prends quelques instants pour rappeler que l'indépendance de la presse est une nécessité alors même que sa liberté est menacée par des États et des actionnaires. La France ne fait pas exception, avec la concentration des médias entre les mains des grandes fortunes qui les rachètent pour mieux contrôler leur ligne éditoriale. En partageant largement autour de vous le Journalpe, vous contribuez à promouvoir une presse libre et citoyenne. Vous pouvez aussi participer à créer cette information. Si cela vous tente, écrivez-nous à rédaction@lejournalpe.fr. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De plus en plus de formats arrivent sur la chaîne entre les éditions habituelles
ouvrez l'œil et activez les notifications pour être averti chaque fois que nous postons des vidéos. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le 23 novembre pour la prochaine édition. En attendant, restez attentifs à ce qu'il se passe autour de vous.